Bon, je vous propose que comme le format est sur une courte durée d'1 heure, peut-être de démarrer, et puis de toute façon, les participants nous rejoindront. Déjà, je voulais vous remercier de votre présence, et on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette réunion, donc, qui va être dédiée au process et aux outils d'évaluation, donc du CQP opérateur de maintenance industrielle de la branche recyclage. Comme vous le savez, en tant qu'organisme de formation habilité, votre engagement est important pour la qualité de la formation et de l'évaluation. Ah, j'entends un micro. Je vais essayer de... Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Je l'ai coupé, bonjour. 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 Pourquoi j'ai pas de son encore Ah, Ça y est, j'ai désactivé le micro. Tu peux continuer, Régène. Oui, alors peut-être juste pour rappeler, effectivement, pour que cette réunion se déroule dans les meilleures conditions possibles, effectivement, c'est d'essayer de couper vos micros quand vous n'avez pas la parole. Par contre, on vous remercie d'allumer vos caméras parce que ça facilite les échanges. N'hésitez pas en tout cas à poser vos questions, soit dans le lien de conversation ou de lever la main, et on vous donnera bien sûr la parole, et de couper vos micros pour pas donner des échos, en tout cas, à cette présentation. Sachez qu'elle est enregistrée, donc nous allons vous envoyer le support de présentation ainsi que le lien en replay que vous pourrez revisionner ultérieurement. Alors, pour commencer, ce que je vous propose, c'est déjà de présenter chaque personne. Alors, je vais commencer pour lancer les hostilités, puis après, je laisse... Donc, Rejane Gass, moi, je suis chef de projet à Opco2i. Je suis arrivée récemment le 1er mars, dont ma principale mission, effectivement, c'est de suivre les organismes habilités, donc d'animer le réseau des organismes de formation habilités, et notamment de vérifier, de contrôler avec vous que tous ces process et ces outils d'évaluation soient correctement suivis. Je laisse la main à Bérangère, si tu veux reprendre la parole. Bonjour à tous, Bérangère de Plessabar. Donc, je suis la responsable du pôle certification chez Opco2i. Donc, je vais pas détailler toutes les missions sur ce pôle certification, mais nous avons pour mission d'accompagner les branches professionnelles pour l'ingénierie, la création de leur certification, et ensuite le déploiement de ces certifications, la vie des certifications, donc en fonction de la demande des branches professionnelles. Certaines nous demandent cet appui, d'autres non. Et c'est le cas du recyclage. Sarah Vie, je te laisse en la suite. Merci Bérangère. Bonjour à toutes et à tous. Sarah Viros, je suis chargée de projet au sein de l'Opco2i au pôle certification. Et j'ai en charge la gestion des jurys CQP pour les branches mandatées, notamment donc pour la branche du recyclage. Et Bilal. Et je laisse la main à Bilal. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc Bilal Sidawi. Moi, je suis ingénieur de formation sur les métiers de l'environnement et du recyclage à l'AFPA. Et aujourd'hui, en fait, j'interviens dans le cadre de l'adaptation des CQP de la production de la maintenance industrielle aux besoins de FEDEREC. Très bien. Bonjour. Oui. Je me présente. Oui. Thierry Arlot. Rapidement, pour identifier tout le monde, je vous propose effectivement. Bien sûr, oui, bien très sûr, bien. bon. Merci. Donc Thierry Arlot, formateur à l'AFPA de Châtellerault. Et donc j'interviens dans plusieurs domaines, production, maintenance, et aussi pour le CQP opérateur de tri manuel. Voilà. D'accord. Également pour le tri manuel. D'accord. Donc effectivement, l'objectif de cette réunion, désolée, j'anticipe ton intervention, Régène, c'est vraiment ce CQP opérateur de maintenance industrielle, puisque c'est une certification qui a été rénovée, en particulier les outils d'évaluation. C'est la raison pour laquelle nous vous réunissons aujourd'hui. Donc on va vraiment se centrer sur ce CQP en particulier. Donc merci à tous pour votre présence. Et voilà, évidemment, il y a d'autres certifications dans la branche du recyclage. Alors, pour la clarté du déroulement, en fait, on a prévu de structurer cette présentation en 4 parties. Et entre chaque partie, nous vous proposons de prendre un temps de répondre à vos questions
Alors, il ne faudra pas hésiter entre chaque partie à nous solliciter pour qu'on puisse verrouiller celle-ci. On vous propose dans un premier temps d'avoir un paysage de la certification. Donc, on va revenir sur le dispositif, les acteurs du dispositif et leur principale mission, ainsi que le rôle du candidat à la certification, et on fera un petit focus sur le dispositif de financement. Notre deuxième partie, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, ça va être ce nouveau référentiel sur l'opérateur en maintenance industrielle dans le recyclage. Donc, nous allons balayer les différents points, tels que les référentiels en bloc, les prérequis, les modalités d'évaluation. On fera des focus, notamment sur l'observation du poste en travail, les règles des évaluations et de quelle façon on peut tracer en tout cas ces évaluations par l'intervention de plusieurs intervenants, Bilal, Saravi et Bérangère. On amènera une petite particularité aussi en troisième partie sur l'aménagement des modalités d'évaluation pour les personnes en situation de handicap. Donc là, il s'agit d'un rappel, vous êtes tous habilités Calliope, donc c'est un rappel sur le rôle d'un référent handicap dans chaque structure. Et on terminera par rappeler effectivement les procédures d'habilitation pour un organisme de formation qui est habilité à former et ou à évaluer, ou les deux. Donc là, on refera un focus sur cette habilitation. J'espère que ce programme en 1 heure vous convient. N'hésitez pas à nous poser en tout cas toutes les questions dont vous aurez besoin pour qu'on puisse y répondre. Pas de questions pour l'instant? Je continue de dérouler ce programme? Oui? Oui. Oui. Très bien. Donc, je laisse la place à Bérangère qui va vous rebalayer le paysage de la certification dans sa globalité. Merci Réjeanne. Donc effectivement, dans un premier temps, un rappel sur les différents acteurs du dispositif de certification pour une branche professionnelle. Nous avons la CPNE, Commission paritaire nationale de l'emploi, qui identifie les besoins en compétences et en formation de la profession, décide de la création et de la mise en œuvre des certifications de branche, fait évoluer éventuellement le dispositif, les procédures, les référentiels, et également habilite les organismes qui forment et qui évaluent pour ces certifications, également qui ont pour mission de veiller à ce que le dispositif qu'ils ont mis en place soit bien déployé par ces fameux organismes, également une communication sur ces certifications, et enfin la réponse aux obligations de France Compétences, ce que l'on appelle les critères d'enregistrement France Compétences. Donc la CPNE doit s'assurer que ce qu'elle met en place répond bien aux critères. L'OPCO a 2 grandes missions. Donc on va dire qu'il y a deux interlocuteurs chez OPCO2I. On a le pôle certification que nous représentons toutes les 3 avec Réjeanne et Saravi, et puis bien évidemment les conseillers formation en région qui ont également une autre mission. Donc pour le pôle certification, nous recevons et traitons les demandes d'habilitation des organismes qui forment et qui évaluent. Et nous animons ce réseau d'organismes. C'est l'exemple de cette réunion aujourd'hui. Voilà, c'est ce genre de réunion d'animation que nous pouvons mener. Nous assurons également un pilotage et un suivi des actions. Nous préparons les dossiers pour les jurys paritaires. Nous réalisons les suivis de cohorte, également des bilans. Donc, comme le disait Saravi tout à l'heure, pour les branches qui souhaitent ce mandat de gestion, ce n'est pas le cas pour toutes les branches OPCO2I. Et le rôle des conseillers va être la communication, la promotion de ces certifications, et ça va être encore plus renforcé à partir de 2024, grâce aussi à notre appui, et évidemment l'ingénierie financière, qui est de leur ressort également. Vous, organismes habilités, vous avez pour mission d'assurer la promotion de ces certifications auprès des entreprises, transmettre toutes les informations nécessaires pour le suivi et le bilan des actions de formation et ou d'évaluation, organiser les parcours formation si vous êtes habilité pour former, et organiser tout ce qui est évaluation, respect des procédures et dans le respect bien sûr des compétences des référentiels. Et enfin, vous collaborez tout au long du processus de certification et éventuellement même pour des pistes d'amélioration éventuelles.
Et enfin, le jury paritaire national, qui est une émanation de la CPNE. Pour rappel, hein, c'est le jury qui attribue les parchemins. Et donc, il a pour mission de s'assurer du respect des procédures qu'il a mis en œuvre. Il a également pour rôle de faire état des éventuels dysfonctionnements et de faire des préconisations d'amélioration, de délibérer des résultats lors des jurys et délivrer les certifications totales ou partielles, et enfin signer les certificats, les parchemins. Un petit focus sur les candidats à la certification. Donc, pour rappel, l'accès à cette... Alors, on va parler de la certification qui nous rassemble, hein, mais c'est le cas pour toutes les certifications de branche. Donc, elle peut s'obtenir soit dans le cadre d'un parcours formation ou dans le cadre d'une VAE. Attention, cette certification est aujourd'hui à nouveau inscrite au RNCP. On va le voir juste après quand on va vous la présenter. On vous donnera le numéro RNCP. Pour les certifications qui ne sont plus inscrites, la VAE n'est plus possible. Donc ça, c'est très important à savoir. Donc là, les candidats peuvent préparer cette fameuse certification puisqu'elle a un numéro RNCP, elle est bien inscrite. Donc la branche du recyclage donne accès à cette certification et aux certifications de la branche en général, évidemment aux salariés des entreprises relevant de cette branche, mais également, ce n'est pas le cas pour d'autres branches, mais cette branche donne également accès à d'autres publics, type demandeurs d'emploi ou même des entreprises d'insertion qui n'appliquent pas cette convention collective du recyclage. Donc, elle ouvre la possibilité à d'autres salariés d'autres branches de préparer sa certification. Et enfin, un petit focus sur les dispositifs de financement. Donc, pour rappel, une certification qui est inscrite au RNCP peut être financée dans le cadre d'un plan de développement des compétences pour les moins de 50 salariés. Donc là, c'est vraiment les financements en général, donc ce que l'on appelle le PDC moins de 5 ans. Donc, c'est possible que ce soit actif ou inactif au RNCP. Pour le CPF, il n'est pas possible de avoir un financement pour une certification inactive. Pour le contrat de pro, c'est possible dans les deux cas. Par contre, important de vérifier les règles de prise en charge, mais ce sera le rôle du conseiller OPCO2I d'aller donner l'information auprès de l'entreprise du financement dans le cadre du contrat pro, puisqu'il y a des branches qui ont des critères particuliers. Le contrat d'apprentissage, pour rappel, n'est pas possible du tout pour les CQP, en tout cas jusqu'à maintenant. Peut-être que ça le deviendra un jour, mais en tout cas, ce n'est pas aujourd'hui le cas. La PROA, donc c'est éventuellement possible pour des branches qui ont un accord PROA. Pour les branches pour qui la certification est inactive, donc ce n'est pas possible. Voilà. Si c'est inactif, pas possible dans le cadre de dans la PROA, même s'il y a un accord PROA. Pour les accords de mesure d'urgence, c'est possible si c'est prévu dans l'accord mesure d'urgence. Et après, donc pour ce qui est des cofinancements éventuels, hein, on a connu les FNE chez OPCO2I. En fonction des critères, évidemment, de ce FNE, il est possible de financer des CQP. Mais là, pareil, l'entreprise, c'est important qu'elle puisse avoir l'information auprès du conseiller, puisque, comme vous le savez, chaque année, les critères peuvent changer, hein, les critères de ce FNE. Et enfin, la préparation opérationnelle à l'emploi. Donc là, oui, c'est possible dans les deux cas. Si la branche a ouvert le dispositif aux demandeurs d'emploi, et donc c'est le cas pour le recyclage. Et donc, il est précisé qu'il faut faire attention aussi aux éventuels prérequis qu'il pourrait y avoir mis en place, qui pourraient être mis en place par certaines branches pour des CQP. Ce n'est pas le cas, on le verra juste après, il n'y a pas de prérequis, donc il n'y a pas de frein pour la POE pour cette certification. Alors, on va passer effectivement à la deuxième partie. Est-ce que vous avez des questions déjà sur le paysage de la certification? Comme je vous ai dit, chaque fin de partie, non, tout va bien. Oui. D'accord. Ouais. Donc là, on va parler du cœur de notre sujet. Je te relaisse la main. Oui, merci. Donc effectivement,
Alors, premièrement, donc pour rappel, l'ancienne certification était un opérateur en maintenance industrielle recyclage. Donc, c'était la branche du recyclage qui avait déposé cette certification et qui avait pour code RNCP le 28231. Donc, c'était le seul certificateur avec un référentiel qui était non découpé en blocs, hein, qui était ancien. Comme vous le savez, les renouvellements et les dépôts France Compétences sont compliqués et la branche professionnelle du recyclage a regardé ce qui existait dans une autre branche qui est la branche métallurgie, en regardant si le référentiel de cette branche métallurgie pouvait correspondre aux attentes, leurs propres attentes branche recyclage. Et donc, ils ont décidé d'être co-certificateurs de la métallurgie. Donc, le déposant principal est la branche métallurgie et donc la branche recyclage devient co-certificateur de ce CQPI opérateur de maintenance industrielle. Donc, ils peuvent le délivrer, comme c'était le cas précédemment. C'est le jury paritaire du recyclage qui attribue les certifications. Donc, ça ne change rien pour les candidats. Ils auront un parchemin avec une CPNE recyclage. C'est juste les formalités de dépôt qui sont forcément plus faciles puisque la métallurgie a déjà fait le travail. Donc, déjà sur ce nouveau référentiel, celui-ci est découpé en blocs de compétences et évidemment, il est rédigé conformément aux attendus et aux exigences de France Compétences. Donc, il a été validé par France Compétences et il a une date de fin d'enregistrement en 2027. Donc, dans 3 ans aujourd'hui. Donc, nous avons 3 ans devant nous pour faire vivre la certification. Elle existe, elle est déployable dès aujourd'hui, puisque vous allez voir après, tous les outils d'évaluation, c'est la raison pour laquelle on se réunit, ont été réactualisés par rapport à ce nouveau référentiel. Ce référentiel, il est découpé en 2 blocs de compétences. Le premier bloc, intervention, maintenance corrective, et l'intervention, le deuxième bloc, de maintenance préventive, avec des compétences à l'intérieur. Bon, je ne vais peut-être pas toutes les lister, puisque vous aurez évidemment, on va vous envoyer tous les outils d'évaluation et évidemment ce référentiel en question. À part si vous avez des questions sur le référentiel, on verra vos questions plus tard aussi, hein, bien évidemment, mais voilà. Donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, donc il n'y a pas pour cette certification de prérequis pour accéder à la certification. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une expérience professionnelle, alors mis à part un parcours formation pour des personnes qui ne connaîtraient pas le métier, évidemment, mais il n'est pas demandé d'expérience professionnelle ni de diplôme pour accéder à cette certification en question. Donc, un candidat qui n'aurait pas du tout d'expérience, bien évidemment, passera par la case formation pour ensuite passer les évaluations. Pour la validation des acquis de l'expérience, donc, pour rappel, il n'est plus exigé, donc ça c'est la loi, les 1 an d'expérience dans le métier, mais de justifier, donc c'est un peu plus large, de justifier d'une expérience d'activité en rapport direct avec la certification visée. Avant, il était indiqué, même avant, c'était 3 ans, on est passé à 1 an, et là, il n'y a plus de durée minimum d'exercice de l'activité pour pouvoir monter un dossier VE. Donc là, on rentre dans le cœur du process. Bon, rassurez-vous, rien ne change, c'est juste un petit rappel. Et donc, vous allez dire, voilà, pas de problème, tout va bien, rien ne change. C'est juste le rappel du process dans le cadre des évaluations pour vous faire un petit rappel de l'existant et ce que vous appliquiez jusqu'à maintenant, et pour vous dire aussi que ça ne change pas. C'est juste les outils en tant que tels qui ont été corrigés, donc le livret du candidat que vous connaissez bien au format Excel, qui lui a été forcément adapté. Donc 2 catégories, de possibilités, soit un nouvel entrant dans le métier passe directement par la case formation et ensuite il est évalué après sa formation, évidemment en vue de valider tout ou partie des blocs de compétences, puisque
les candidats peuvent valider qu'un des 2 blocs, puisque pour rappel, il y a 2 blocs de compétences, ils pourraient préparer qu'un des 2 blocs, c'est leur droit maintenant, puisque la certification est découpée en blocs. Donc, dans le cadre de cette évaluation, donc pour le nouvel entrant, donc l'évaluation qu'on appelle le final, il y a 2 étapes, l'observation en situation de travail avec le questionnaire guidé que vous connaissiez et l'entretien final. Est réalisé par le binôme évaluateur, le référent entreprise et l'expert métier, ce qu'on appelle l'expert voilà, l'expert habilité, l'expert métier d'un OF. Et il est prévu également la présence d'un membre de l'organisme de formation qui a formé le candidat. Et cette évaluation se fait en entreprise et ou sur plateau technique. Plutôt en entreprise, mais ouais. Et la deuxième possibilité, ce sont des gens qui sont en poste. Et là, il est réalisé donc ce que l'on appelle un positionnement ou repérage. Hein. Vous avez peut-être des termes différents, mais ça veut dire la même chose. Et la possibilité aussi pour le candidat de s'auto-positionner. Donc, on a d'ailleurs hein, dans le livret cet onglet qui s'appelle auto-positionnement qui permet aux candidats de voilà et même ça sert aussi et surtout pour des candidats qui voudraient préparer donc la fameuse VAE, ça leur permet de s'auto-positionner pour voir un petit peu s'ils couvrent ou pas les attentes du référentiel. Et donc l'étape de positionnement, elle se fait donc voilà, enfin, ça se fait en 2 étapes, pardon, ce positionnement. L'observation au poste de travail du candidat et un entretien avec le candidat avec des questions sur les connaissances hein, pour compléter cette observation au poste. La même chose, vous avez tout hein, dans le fichier Excel. On vous enverra bien sûr après cette réunion adaptée au nouveau référentiel. Et c'est cet onglet qui s'appelle « Observation au poste ». Ensuite, ce positionnement, hein, ce repérage, il est réalisé comme avant par le référent entreprise et l'organisme de formation. Et grâce à ce repérage, c'est ce qui leur permet de mesurer l'écart entre les compétences attendues et les compétences attendues et les compétences du candidat, et donc construire le parcours formation en conséquence. Ce parcours formation également vous avez dans le fichier Excel la construction de ce parcours qui est possible. Hein, vous êtes outillé pour pouvoir tracer ce parcours. Et il est prévu également un bilan intermédiaire qui peut être réalisé avec le candidat et qui s'appelle évaluation formateur pour voir tout au long du parcours du candidat, donc avec les modules que le candidat aura suivis, de voir si ces modules sont acquis et donc bien évidemment les compétences en face de ces modules. Et enfin, quand le candidat a suivi tout son parcours formation, il est prévu donc une deuxième évaluation qui est l'évaluation finale. Et l'objectif donc c'est de valider donc soit la certification en totalité ou un bloc si le candidat avait visé qu'un des 2 blocs. Et donc cette évaluation, elle se découpe en 2, l'observation en situation de travail avec le questionnaire guidé et l'entretien final, qui est réalisé là par le binôme évaluateur, donc le référent entreprise et l'expert métier. Donc on est sur le même schéma que pour un nouvel entrant avec l'évaluation finale, le binôme référent entreprise et puis expert métier. Et avec évidemment la présence d'un membre de l'organisme de formation. Cette évaluation se fait en entreprise et ou sur plateau technique. Et enfin, lorsque le candidat a l'outil utilisé, c'est l'évaluation évaluateur habilité. Et donc la dernière étape, hein, c'est le jury paritaire national hein, qui est l'émanation de la CPNE qui regarde le dossier et émet les parchemins, délivre les parchemins. Là, je vais laisser la main à Bilal. Oui. À moins que personne n'ait des questions. Merci Bérangère. Donc effectivement, pour l'évaluation du CQP
opérateur en maintenance industrielle. Pour moi, ce qui est important de retenir, c'est ce qu'a dit donc tout à l'heure Bérangère, c'est que en fait, le référentiel de l'opérateur en maintenance industrielle est exactement le même pour l'UIMM et pour la branche recyclage. Les compétences sont les mêmes. La chose qui vraiment diffère, c'est les conditions d'évaluation. Et en fait, pour l'évaluation, là, pour le coup, pour les personnes qui connaissent le CQP opérateur de tri de Federac, en fait, j'ai appliqué j'ai repris en fait ce fameux tableau Excel dont parlait Bérangère et je l'ai adapté tout simplement à l'opérateur de maintenance industrielle. Vraiment, la philosophie, elle est là. Et donc, comme on disait tout à l'heure, effectivement, durant cette évaluation, il va y avoir donc 3 parties. Les 2 premières qui se passent en simultané, c'est-à-dire qu'on va observer le candidat donc, en poste sur un certain nombre de compétences qui sont donc listées dans le référentiel et avec lesquelles donc, des questions vont venir agrémenter les échanges entre le jury et le candidat. Donc, on a vraiment cette partie observation plus questionnement. Donc 1, 2, et puis pour la 3e partie, donc l'entretien final à la fin pour obtenir le CQP. Et en fait, pour l'observation en situation de poste, c'était important aussi de vous préciser ici. Donc contrairement à l'UIMM, là je vais un peu plus cibler en fait le matériel sur ce qu'on peut retrouver typiquement dans un centre de tri. On s'est rendu compte qu'en fait l'opérateur en maintenance industrielle, entre guillemets classique, est peut-être légèrement surdimensionné par rapport aux besoins des entreprises du recyclage, et donc on a vraiment focalisé sur leur outil. Donc, comme on disait tout à l'heure, effectivement, on peut soit évaluer donc les candidats dans un centre de formation, soit en entreprise. Maintenant, entre nous, si moi, personnellement, je suggérais fortement de le faire en entreprise parce que, au vu de la liste que je vous suggère ici, soit vous montez un mini centre de tri dans votre centre de formation, si c'est tout à fait, si vous pouvez le faire, il n'y a absolument aucun problème. Soit le mieux, c'est vraiment de faire ça dans un centre de tri, donc adhérent chez Federac. Et donc là, l'idée, c'était vraiment de faire une liste. Alors, je dis liste non exhaustive parce que je peux peut-être oublier quelques éléments, mais par contre, la composition générique est importante, c'est-à-dire qu'on a bien une partie opérative, une partie commande, une partie automatisme, avec une ou plusieurs, enfin, au moins 2 sources d'énergie. Et ensuite, je vous donne un certain nombre d'exemples. Mais c'est vraiment ce qu'on va retrouver dans un centre de tri. Donc, on va avoir des moteurs, des vérins, des armoires électriques, des systèmes de programmation. C'est vraiment l'ensemble de la chaîne entre le moment où le déchet va arriver donc, sur la plateforme jusqu'au tri final, qui peut se faire d'ailleurs de manière automatisée ou par des personnes, par des agents ou des agents de tri. Mais vraiment, l'idée, c'est de balayer l'ensemble de ces machines de manière à ce que les futurs candidats soient quand même le plus opérationnels possible sur ces engins-là. Et donc, les questions vont porter là-dessus. Et les outils seront adaptés, que ce soit les outils de nettoyage, les outils de maintenance, les EPI, les EPC, documents techniques, etc. Et bien évidemment, dans le cas où ça se passera, et je pense que ce sera la majorité des cas, dans le cas où ça se passera dans une entreprise, évidemment, il faudra appliquer à la lettre leur procédure de sécurité. Je ne l'ai pas précisé, bon voilà, je le précise ici à l'oral. Et en fait, donc, l'idée vraiment, c'est d'identifier, enfin, sur les 2 blocs de compétences que nous a présenté Bérangère, l'idée, c'est vraiment de venir voir en situation réelle de travail s'ils sont capables, voilà, de faire des diagnostics, de faire des réparations, etc. Mais en plus de ça, ce qui est aussi une des nouveautés par rapport à l'UIMM, l'option UIMM, c'est que là, je vais aussi leur poser, je vais aussi suggérer quelques questions propres au recyclage, pour être bien sûr que les futurs candidats donnent sens en fait à ce qu'ils font et comprennent la finalité finalement du centre dans lequel ils travaillent. Est-ce qu'ils sont conscients qu'ils vont participer à la protection, meilleure protection de l'environnement, à la production finalement de nouvelles matières premières issues du recyclage, etc. Voilà, c'est vraiment l'aspect technique adapté au monde du recyclage avec les machines que je vous toutes les parties que je vous présente ici, et en plus quelques questions autour, on va dire, de connaissances générales du déchet. Le but, c'est pas d'en faire des experts non plus, ultra poussés, parce qu'on est vraiment sur la maintenance, mais au moins de comprendre dans les grandes lignes à quoi ils participent. Voilà vraiment comment ont été construits donc ces outils d'évaluation.
J'espère avoir été clair, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à me dire, mais voilà. Est-ce que je peux me permettre une question? Oui. En fait, c'est tout à fait clair. En fait, moi, je suis pas surpris, en fait, donc c'est plutôt rassurant pour tout ça. Et, enfin, c'est des choses qu'on a l'habitude de faire, en tout cas chez Maya Campus. J'avais une question quand même sur le fait qu'il n'y ait plus un an d'expérience en fait obligatoire. Oui. Je reviens un petit peu en. Donc ça, je Oui. trouve ça génial, parce qu'on est sur un poste d'opérateur maintenance industrielle et c'est tout à fait cohérent. Quand on dit justifier d'une expérience, elle doit être forcément pro ou elle peut être perso dans une asso, j'en sais rien, et de combien de temps en fait? Parce qu'on peut avoir Alors, quelqu'un qui, je sais pas, qui répare des engins, des machins, des trucs. Est-ce que ça pourrait être justifié comme expérience? complètement, c'est le principe de cette réforme de la VE. Non, Après, d'accord, on est bien d'accord. Hein. mais tout en sachant qu'il n'y a pas effectivement de durée. Donc, c'est le jury de VE Il faut qui justifier par détermine. l'activité, en fait, par les activités Exactement. proposées et Il développées. faut C'est bien ça. justifier que Ok. les deux blocs sont couverts grâce à cette expérience et prouver l'expérience dans le cadre du dossier VAE. Bien. Merci beaucoup. Alors, les règles des évaluations. Donc, les évaluations sont organisées et mises en œuvre par l'organisme habilité à évaluer. Et donc, vous avez des outils qui ont été fournis, hein, le fameux fichier Excel dont on parlait tout à l'heure, pardon. Vous aurez un mode d'emploi comme c'était le cas précédemment. Hein, on est vraiment reparti sur ce même format. Pour rappel, mais on l'a dit tout à l'heure, les évaluations peuvent se dérouler dans l'entreprise ou dans les plateaux techniques. Évidemment, il est plutôt recommandé de le faire en entreprise puisqu'il faut avoir la possibilité sur vos plateaux techniques de valider toutes les compétences attendues et ce n'est pas toujours facile de le faire sur des plateaux techniques. Évidemment, les outils ne doivent pas être diffusés ni à l'entreprise ni aux candidats. Hein, ce sont des sujets d'examen. Une fois que vous aurez renseigné les évaluations, donc il faudra les garder et évidemment les envoyer à l'OPCO pour préparer les jurys de certification. Et l'ensemble des résultats issus des évaluations doivent être reportés dans l'onglet synthèse, mais ça vous connaissez hein, dans le fichier Excel, hein, le dernier onglet synthèse. C'est les règles un peu macro hein, de base. Ça, c'est un petit rappel, pareil, hein, c'est des choses que vous connaissez, mais c'est un extrait du règlement de certification des certifications du recyclage en général. Donc là, c'est pas générique à cette certification, hein, c'est le cas pour toutes les certifications de cette branche. Donc, on vous a fait hein, des extraits de ce règlement de certification. Donc, avant les épreuves, le candidat doit pouvoir réaliser toute ou partie des activités de l'emploi au niveau de son poste de travail le jour de l'évaluation. Hein, c'est ce que l'on appelle l'observation en situation de travail ou au poste de travail. Évidemment, il faut que le jour de l'examen, il soit en mesure de pouvoir le faire au poste. Et on doit, donc avant les épreuves, vous devez vérifier, et l'entreprise aussi, que vous pourrez bien réaliser cette observation au poste. Éventuellement même provoquer des pannes si nécessaire pour la réparation de ces pannes, etc. Donc, il faut vraiment, en amont, vérifier que toutes ces observations vont être possibles. Et le candidat doit être impérativement libéré par son employeur au moment de cette observation au poste. Donc ça, c'est pour que vous puissiez échanger. Je vois des têtes pas toujours évident. Mais c'est essentiel. Enfin, c'est un examen. On n'est pas, même si c'est en situation de travail, le candidat doit être en mesure de pouvoir vous répondre et voilà. Pendant les épreuves, donc, vous devez expliquer en amont au candidat, avant de la réalisation de l'épreuve, le jour J, quelles vont être les étapes hein, pour le rassurer aussi, de combien de temps il va disposer, et puis les règles du jeu.
la manière de noter, etc. Vous disposerez de 45 minutes pour dérouler les différentes étapes depuis la prise de poste jusqu'au nettoyage éventuel de la zone de travail si besoin. Vous allez observer le candidat donc, au poste de travail. Selon le déroulement classique d'une journée au poste, enfin forcément, si on provoque une panne, ce n'est pas vraiment une journée classique, mais bon. En tout cas, c'est le principe qui vous montre comment il fait au quotidien. C'est le principe de cette observation au poste. Vous interrogerez ensuite, après cette étape observation au poste, vous interrogerez le candidat après, donc lors de l'entretien, pour lui poser les questions qui viennent en appui de cette observation au poste. Et par exemple, dans le cas où l'observation n'a pas été possible, ou vous voulez approfondir, bon, pareil, hein, ce sont des choses que vous maîtrisez bien, ou vérifier la maîtrise de l'activité. Les documents que vous utilisez au niveau de l'observation au poste sont également des supports, évidemment, pour ensuite questionner le candidat au moment de cet entretien. Et enfin, donc, vous, jury, devrez remplir la grille d'observation avec des prises de notes, bien sûr, hein, puisque les membres du jury, tous, devront noter. Et après, évidemment, c'est le président de jury qui est l'expert métier OF qui, lui, aura la charge de valider ou non la certification. Et enfin, donc, après l'épreuve, donc, chaque membre du jury devra reprendre donc, ses notes et attribuer une appréciation. Le président de jury collecte ces appréciations et pour chaque bloc, il devra identifier si c'est acquis ou pas acquis. Et vous devrez reporter sur cette grille de synthèse à la fin toutes les appréciations et le résultat final. Et synthétiser tous les commentaires sur ce document synthèse. Et enfin, vous devrez le compléter et le signer, ce procès verbal de jury d'évaluation. Je vais essayer d'aller vite parce que je vois l'heure qui tourne. Donc, vous connaissez, hein, il y a 3 niveaux d'attribution des notes, le non acquis, en cours d'acquisition ou acquis. Et donc, les présidents de jury devront animer les débats et ensuite trancher sur le acquis en cours d'acquisition, non acquis. Si le bloc est soit en cours d'acquisition ou non acquis, le bloc ne sera considéré pas acquis. Et à l'inverse, hein, s'il est identifié acquis, ça veut dire que la personne aura le bloc. Et pour pouvoir valider la certification en totalité, il faut avoir validé, donc là maintenant il y a 2 blocs, donc il faudra valider ces 2 blocs en question. La certification sera partielle hein, s'il a un des 2 blocs, mais il pourra avoir un parchemin, maintenant grâce à ce découpage en blocs, il pourra passer en jury et avoir son parchemin sur un des 2 blocs. C'est ça la nouveauté avec ce découpage en blocs. Je laisse la main à Sarah sur la plateforme GAC. Merci Bérangère. Je vais vous présenter le sujet sur la traçabilité des données, puisque dans le process CQP de la branche recyclage, une des étapes incontournables, c'est aussi la saisie du dossier CQP sur la plateforme GAC. Donc, c'est la plateforme qui gère les dossiers CQP que vous déposez sur cette plateforme. Donc, il faut saisir ces dossiers CQP sur la plateforme. Pourquoi? Parce que cette plateforme, elle permet de gérer les candidatures de l'inscription jusqu'à l'obtention du certificat, mais ça permet aussi de suivre l'évaluation et la validation des acquis. Donc là, comme vous pouvez voir, sur le CQP, on peut faire une validation partielle, donc on peut obtenir un bloc ou les 2 blocs, mais si c'est saisi sur la plateforme, voilà, on peut suivre justement que le candidat il a obtenu un bloc et s'il se représente au jury, on peut valider entièrement la totalité de son CQP et lui délivrer le parchemin. Ensuite, il y a aussi la possibilité de suivre les actions en cours et de tracer celles qui ont été réalisées. Voilà, donc ça c'est une étape importante et que les organismes de formation habilités doivent saisir l'ensemble des données du candidat sur cette plateforme. Notamment pourquoi? Parce que c'est aussi un sujet
après les candidats, une fois qu'ils ont terminé leur CQP. Donc, il y a un suivi de cohorte qui est fait aussi, donc sur une enquête d'insertion à 6 mois et à 24 mois, ce qui permet justement de faire vivre les CQP et de les déposer auprès de France Compétences et de les enregistrer au RNCP. Donc, pour rappel, quand un CQP est enregistré au RNCP, ça permet de faire un financement CPF ou PROA, donc ce que vous avez indiqué, Bérangère, précédemment sur le tableau de financement. Voilà. Et pour vous sensibiliser sur ce sujet de saisie, donc à partir de 2024, donc tout dossier non saisi sur la plateforme ne sont pas présentés en jury de certification. Ensuite, un petit focus sur justement le process de présentation des dossiers au jury CQP, puisqu'effectivement, ces dossiers sont présentés en jury du recyclage. Donc, avant le jury, on vous invite à saisir bien en amont le dossier du candidat sous la plateforme GAC. Donc, c'est du dossier plus saisie de l'évaluation, donc faite par l'oriste de formation et l'évaluateur. À J-3 semaines, voilà, il faut avoir saisi à minima ces dossiers et me communiquer justement le tableau Excel que vous connaissez, puisque je sais que certains d'entre vous souvent présentent des jurys. Il y a un fameux fichier Excel qui vient détailler l'ensemble des candidats qui sont inscrits et présentés au jury du recyclage avec toutes les informations détaillées, et de me le transmettre aussi en amont, 3 semaines avant, pour toute présentation au jury. Donc, sur la base de ces éléments qui sont saisis sur le GAC et sur la base du fichier Excel transmis en amont, moi, je vais instruire justement la qualité des données. Donc, si toutes les données elles sont bien complètes, si le mail a bien été renseigné, le téléphone, si par exemple vous n'êtes pas trompé de CQP, parce qu'il se peut que lorsque vous saisissez le dossier CQP sur la plateforme GAC, que vous vous trompez de CQP. Enfin, toutes ces choses, moi, je vais aller vérifier et contrôler que tout soit bien renseigné et que tous les éléments soient bien déposés sur la plateforme GAC notamment. Le fichier Excel, donc c'est le fichier justement, le livret du candidat, où c'est dedans où vous allez saisir l'ensemble des évaluations, que ce soit le positionnement, le bilan intermédiaire, l'évaluation finale faite par l'évaluateur habilité et la consolidation des résultats, donc ce fichier Excel que vous déposez lors de la saisie de l'évaluation sur le GAC. Donc, je vais aussi contrôler la conformité des pièces. Et pendant ce laps de temps, c'est-à-dire à J-3 semaines et J-2 semaines, donc moi, j'ai 1 semaine pour contrôler. Et si j'ai des questions complémentaires à vous poser ou j'ai besoin de plus de précision, par exemple, sur un statut ou sur le parcours du candidat, je vois qu'il était demandeur d'emploi, je voudrais savoir un peu plus à l'issue du parcours, est-ce qu'il a bien été embauché en CDI ou en CDD, qu'est-ce qui est devenu. Voilà, moi, je peux revenir vers vous pour faire justement ces demandes complémentaires et les faire remonter après en présentation pour le jury recyclage. Donc, cette semaine d'échange entre l'OPCO2I, donc entre moi et le reste de formation habilité, ça me permet justement de bien contrôler la conformité et de vous poser des questions complémentaires. À J-2 semaines du jury, moi, j'envoie tous les éléments à la branche du recyclage, c'est-à-dire le fichier Excel consolidé et les dossiers du candidat. Donc, le fichier Excel avec toutes les évaluations saisies. Et moi, derrière, je produis aussi un support PowerPoint qui vient synthétiser justement l'ensemble des candidats présentés, leur situation, de quelle entreprise ils sont, quel organisme de formation présente l'ensemble de ces dossiers CQP à la branche du recyclage pour que ça puisse être présenté en jury et qu'ils aient l'ensemble des informations nécessaires et qu'à l'issue, ils puissent valider ou non les candidats présentés lors de ce jury le jour J. Et après, une fois que c'est validé en jury, nous, on se charge justement de faire toute la partie édition des parchemins et de l'envoyer ou à l'entreprise si c'est des candidats en CDI ou à l'organisme de formation s'il s'agit de demandeurs d'emploi.
Et dernière slide sur cette partie, petit rappel sur les modalités de rattrapage. Donc, en cas de non-validation, si les résultats d'un candidat ne permettent pas à l'organisme habilité de valider les compétences d'un ou plusieurs blocs, à l'occurrence 2 blocs, à l'issue de l'évaluation certificative, il faut savoir que le candidat a la possibilité effectivement de poursuivre une possibilité de rattrapage et donc de se réinscrire à une session d'évaluation, donc à une prochaine session d'évaluation. Donc, c'est bien l'organisme habilité qui fait des préconisations pour orienter le candidat sur la suite du parcours envisagé. Par exemple, des formations ou des travaux complémentaires pour qu'il puisse acquérir des compétences sur lesquelles il n'a pas été validé, et les manquements pour pouvoir effectivement se réinscrire sur une nouvelle session. Pour cette partie de présentation des outils d'évaluation, nous en avons terminé. Est-ce que vous aviez des questions avant de passer à la partie 3 et 4? Oui, Christian Arnaud, Nouvelle-Aquitaine. J'aurais voulu savoir s'il y avait un délai justement de réinscription après une réussite partielle pour une nouvelle inscription sur cette certification. Alors, moi, dans le règlement, je n'ai pas de délai noté. Bérangère, si tu peux me le confirmer. Alors, effectivement, ce n'est pas prévu dans le règlement de certification de la branche. Oui, c'est justement juste suivre les préconisations, un parcours de formation complémentaire ou autre. D'accord. Oui, il n'y a pas de... Okay. Pas de délai. Alors, après, un bloc... alors, il y a 2 sujets. Il y a le bloc en tant que tel, puisque est-ce qu'il y a une durée pour passer le 2e bloc et l'obtention de la certification totale? Aujourd'hui, il n'est pas prévu dans le règlement de certification de la branche un délai. Et pour rappel, un bloc est acquis à vie, un bloc de compétences. Ça, c'est le premier sujet. Mais effectivement, après, à l'intérieur du bloc de compétences, si le candidat n'a pas donc, un bloc ou aucun des blocs, et il y a peut-être des compétences par contre acquises et d'autres non, en tout cas dans vos commentaires, il n'y a pas effectivement de toute façon, vous aurez l'obligation d'évaluer le candidat sur l'intégralité du bloc. Donc, vous devrez lui reposer les questions et repartir entre guillemets à zéro si on est sur le bloc non acquis, le ou les blocs non acquis. Par contre, s'il y a un des 2 blocs acquis, maintenant, grâce à ce découpage en blocs, il est acquis et vous ne devez pas évaluer le candidat sur ce bloc acquis, évidemment. Et il est acquis à vie. Alors, il est acquis à vie et c'est à la fois acquis à vie et en même temps, il y a une logique, c'est-à-dire que quand les certifications sont révisées, il peut y avoir des blocs transformés parce que le métier change. Et donc, il y a aussi quelque chose de cohérent. Si la certification elle est complètement transformée, je pense qu'il y a une cohérence pour refaire quand même passer l'intégralité du référentiel au candidat. Voilà. Ouais. Ouais. Et du coup, ça me fait penser à une autre question. Est-ce qu'il y a des systèmes d'équivalence d'un CQP à l'autre, d'un bloc de compétences à l'autre? Alors, c'est une très bonne question. Alors, je vous invite à aller voir sur la fiche France Compétences de cette certification, donc en tapant le numéro. Et alors, je sais que la métallurgie est un petit peu frileuse sur ce sujet. En tout cas, enfin, c'est pas frileuse, c'est que c'est même pas ça. Je vous dis des bêtises, c'est-à-dire que la certification, elle a été déposée à l'époque où les correspondances n'existaient pas, en tout cas, pas au sens exigence 2023. Puisque c'est vraiment depuis 2023 qu'on demande de faire cette recherche de correspondance bloc par bloc. Et je ne crois pas que ce travail ait été fait. Après, il faut aller voir. Maintenant, ça apparaît sur les fiches France Compétences. OK. Ouais. Donc, effectivement, il pourrait, et même au sein des certifications métallurgie, où, par exemple, comme vous le savez, il y a 2 niveaux sur cette maintenance. L'opérateur de maintenance et le technicien de maintenance. Donc, il pourrait y avoir un des 2 blocs qui correspond. Ouais. Il faut regarder effectivement sur la fiche France Compétences. D'accord.
Je suis en train de regarder sur la fiche, je ne vois pas de correspondance. Non. Non. Donc, pour le moment, ce n'est pas possible pour les candidats. Peut-être que ça le sera prochainement, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Il y a écrit Donc, aucune correspondance pour le moment. Donc, vous aurez l'obligation Pour de... le moment, oui. Voilà, Dans pour le le cas moment. de certifications qui sont récentes, de toute façon. Alors, quand il va être renouvelé, c'est obligatoire, hein, ça fait partie des critères. Hein, Ouais. Donc, au moment du renouvellement, c'est certain, à Ouais. moins que France Compétences fasse des préconisations avant les 3 ans. Puisque la commission certification France Compétences est censée, depuis cette année, faire des recommandations auprès des certificateurs qui n'auraient pas fait ce travail de recherche. Bon, à voir. Est-ce que c'est possible que, par exemple, ceux qui est le CQP UIMM ont de fait celui de Fédéric, parce que je disais que d'un point de vue technique, ça m'a l'air un peu plus complet. Ah bah, mais je pas, vous mais pas confirme, la c'est la même. réciproque. Je vous mais pas la confirme que c'est la réciproque. même certification, donc oui. Oui. De toute façon, ils sont sur le même numéro RNCP, hein, sur Ah bah oui. donc Ah c'est bah oui. exactement donc le même. oui. S'il l'a déjà dans un autre, enfin pour la méta, il l'a pour. Ah il bah l'a. oui. On est d'accord. D'accord, ok. Bon, très bien. Et en fait, c'est que les certificateurs qui ont été augmentés, entre guillemets, si je comprends. Ok, Hein. d'accord. Ouais. Donc oui, Comme celui l'option qui... était différente, je savais, j'avais pas l'info. Merci. Ah, en fait, la personne qui arrive de la métallurgie avec cette certification a d'office cette même certification dans la branche recyclage et la même chose à l'inverse. C'est ce principe effectivement de co-certification. C'est autre chose que les correspondances, hein, c'est encore autre chose. Correspondance, c'est 2 certifications différentes. Alors que là, on est sur le même diplôme, c'est le même diplôme. Ok, très bien. C'est un master RH préparé dans telle école et le même master RH que préparé dans l'autre école. Ils ont le même numéro et encore peut-être, ouais. Ok. Et encore, peut-être, je dis des bêtises parce qu'il y a peut-être des masters qui n'ont pas le même. Des spécialités, oui. Ouais, c'est ça. Mais un trop commun, quand même. Voilà. Et je vois l'heure qui tourne. Oui, dernière question, on parlait tout à l'heure d'habilitation à des organismes à certifier. Est-ce que c'est la même chose qu'une habilitation à former? C'est une très bonne question et vous faites... alors, on est presque sur l'intro du sujet suivant. Ah, pardon. Si ça ne vous dérange pas, on répondra à votre question si jamais vous demanderez des compléments si ce n'est pas clair pour vous. Mais effectivement, c'est le dernier sujet sur l'habilitation des organismes. Peut-être, est-ce que sur la partie situation handicap, est-ce que je pense que pour tout le monde, hein, c'est clair hein, sur les exigences. Hein, ouais. Vous êtes tous certifiés Calliope avec effectivement un référent handicap et vous, pour rappel, dès l'entrée en formation, vous devez aménager en tout cas soit un temps majoré en fonction de la situation du candidat ou des conditions pour le bon déroulement de ça. C'était juste un rappel par rapport à ce décret qui était publié en 2021. Et effectivement, pour continuer, pour répondre à votre demande sur les organismes habilités, ça c'est la procédure d'habilitation. Hein. Donc le certificateur de la branche, la CPNE, de la branche recyclage, délègue la formation et les évaluations à un ou plusieurs organismes de formation habilités et plusieurs possibilités possibles. Soit la branche va vous habiliter à former, donc l'organisme est habilité à former, soit juste à évaluer ou les deux. Donc, vous pouvez être habilité à former et à évaluer. Pour cela, il faut bien faire une demande, déposer un dossier de demande auprès de la branche pour être habilité. Aucun organisme ne peut intervenir sans habilitation de la branche s'il n'a pas eu effectivement cette validation. Je passe rapidement parce que je vois l'heure qui tourne et c'est aussi pour répondre à votre question. À ce jour, vous êtes organisme habilité à former et à évaluer. Donc, nous, on a fait un état des lieux. Donc, voici la liste des organismes habilités à former et à évaluer. Juste cette liste est mise à jour en 2024. Donc, c'est un travail que je fais actuellement avec la liste de vos évaluateurs, c'est-à-dire vos experts métiers, puisque souvent, on vous demande de nous remettre leur CV pour vérifier effectivement que ce soit bien un expert métier. Une nouvelle convention de partenariat va arriver, puisqu'en fait, vos conventions de partenariat sont arrivées à échéance. Donc, nous, on va le relater auprès de la branche lors de la prochaine CPNE pour leur expliquer qu'il faut soit en tacite reconduction, vous continuerez à être habilité, soit refaire une nouvelle demande d'habilitation pour vous CQP. Donc là, c'est une décision de branche qu'on aura prochainement. Pour rappel, pourquoi? Parce que l'OPCO2I est sous mandat de gestion.
Et sous mandat de gestion, nous devons répondre à des missions bien précises. Nous nous engageons en tout cas à répondre à des missions pour le compte de la CPNE et notamment de recevoir toutes les demandes d'habilitation et d'aller vérifier et contrôler l'exactitude des informations. Donc, nous sommes votre intermédiaire après la branche, vos interlocuteurs principaux pour pouvoir mener à bien et construire ensemble et promouvoir ensemble, en tout cas, la mise en œuvre de vos CQP. Bon, très rapidement, pour finir, en fait, à la fin de cette présentation, nous allons vous remettre le support de présentation ainsi que tous les documents nécessaires dont vous aurez besoin pour mettre en œuvre ce CQP OMI, le nouveau référentiel et les outils d'évaluation. On vous a fait un rappel effectivement de vos champs d'intervention que vous retrouvez normalement dans la lettre d'engagement lorsque vous êtes habilité par la CPNE Recyclage. Donc maintenant, pour revenir à votre question, n'hésitez pas sur effectivement l'habilitation. Je veux bien revenir sur votre question. Non, enfin, vous avez répondu, en fait, Oui. c'est bien séparé. Et en fait, Oui. dans le cadre de l'habilitation d'un organisme, donc du coup, on peut faire une demande d'habilitation à former et à évaluer. C'est le même Oui. dossier ou c'est 2 dossiers à faire, un pour former, un pour évaluer? Alors là, c'est le même dossier. En fait, D'accord. vous avez sur le même dossier des onglets, hein, c'est un dossier Excel. Vous allez Ok. faire votre demande, la présentation de l'organisme de formation. Donc là, et sur un autre onglet, on va vous demander de mettre votre expert métier, donc c'est-à-dire le futur évaluateur ou les futurs évaluateurs, et de nous remettre leur CV ainsi que leur expérience dans leur domaine d'expertise. Donc, ça veut dire que vous habilitez, enfin, c'est dans le Alors, cadre, la dans le branche cadre de l'AFPA, habilite, voilà, oui, la branche habilite, pardon, oui. la branche habilite dans le cas de l'AFPA d'une manière générale ou le centre en particulier? Parce qu'il faudra Alors, faire c'est une X bonne question. demandes. Oui, oui. C'est une très bonne question. En Chaque fait, centre devra faire une demande d'habilitation, alors, certainement, ou c'est l'AFPA au national qui le fait? pour former, on Pour peut, former, oui. pour former, on peut avoir une habilitation France entière de l'AFPA pour évaluer, comme pour voilà, tous les autres organismes, on va habiliter sur, enfin, c'est pas on, c'est la D'accord. branche, va Oui. habiliter sur CV. C'est-à-dire que c'est parce que la personne a l'expertise pour évaluer qu'elle sera habilitée à évaluer par la CPNE. D'accord, il n'y a Et pas c'est de, il y a la pas raison pour de... laquelle, pardon, excusez-moi. Oui, allez-y, terminez. C'est la raison pour laquelle alors, il y a le sujet de ces conventions de partenariat qui sont tombées à échéance, évidemment, mais surtout, la branche a habilité, il y a quelques années maintenant, les organismes sur cette certification et d'autres. Et en fait, on n'a plus forcément les bons CV des évaluateurs, ou en tout cas, il y a Oui. des évaluateurs qui ont pu bouger. Donc, c'est aussi l'occasion de refaire un point. C'est la CPNE hein, qui va décider. Peut-être qu'on va faire une reconduction tacite, mais au moins de redemander quand même les CV, parce qu'en plus, il y a eu, comme vous le savez, hein, le passage d'Opcalia au Codosi, alors potentiellement avec une déperdition d'informations sur certains éléments. Donc, c'est très important de pouvoir piloter, puisque on ne fait pas ça hein, pour vous embêter. Hein, c'est France Compétences qui regarde Oui. très en détail le sujet des partenaires habilités et la manière dont la branche, le certificateur, anime et contrôle ses partenaires habilités. D'accord. Et dans l'habilitation, il n'y a pas un volet technique, c'est-à-dire capacité technique, équipement Si. technique. Si. Alors, Donc, il y a quand même un audit à réaliser sur place, la non, branche se déplace? Non. non. En fait, D'accord. il est construit de deux manières, ce tableau à remplir ou ce dossier à remplir. Il y a une partie sur vraiment les experts métiers, hein, les CV des experts métiers, et il y a une partie qui présente la manière dont vous allez euh, former et vos différents parcours de formation ou vos modules pour ce parcours formation qui amène à la certification. Comme vous demandez pour la plupart l'habilitation à former et à évaluer, c'est vraiment deux choses différentes. C'est comment vous allez former les personnes pour qu'elles puissent accéder à la certification, donc vos modules, quels vont être les intitulés, donc avec évidemment un parcours un peu complet
on sait bien que les parcours vont être individualisés, donc il y a des candidats qui ne suivront pas tous les modules. Mais en tout cas, si la personne devait faire tous les modules, quel parcours elle ferait? Ça, c'est la première chose et c'est important d'avoir ce détail. Et après, il y a vraiment ces CV des experts métiers qui doit être présenté dans ce dossier. Peut-être si je peux me permettre un complément, Olivier Dupuis, AFPA aussi. Oui. Christian et les collègues, on a une démarche de centralisation en fait pour simplifier le travail avec Opco2i. Donc c'est pourquoi j'ai collecté auprès d'un certain nombre d'entre vous les CV des formateurs. Donc on a ce travail effectivement pour avoir bien nominativement les personnes, mais le plus simple pour faciliter le travail de l'Opco et nous, on le fait de manière globale pour que ce soit plus efficace. Et donc, pour les formateurs, pardon, excuse-moi, Réjeanne. Vas-y. Donc, pour les formateurs, c'est vrai, on ne demande pas, parce que enfin, je prends l'exemple de l'AFPA, mais même pour tous les organismes, on ne demande pas les CV des formateurs, mais vraiment des experts qui vont mener ces évaluations. Et pour rappel, celui qui aura formé le candidat à l'un des modules ou au module ne pourra pas être l'expert métier habilité. Bon, je pense que c'est bien clair pour vous, mais on a constaté qu'il y avait des organismes qui avaient peut-être pas pratiqué ça. Donc voilà, c'est important c'est bien écrit dans le Vademecum France Compétences que c'est obligatoire de ne pas avoir cette même personne qui forme et qui évalue. Après, il peut être il peut être expert évaluateur pour un candidat et formateur pour un autre, mais pour une même personne, il ne peut pas avoir ces deux missions. J'ai une petite question. Si dans le cas d'un problème RH, on a perdu notre évaluateur expert et qu'on est amené à avoir un nouveau, je voudrais savoir combien de temps ça met pour pouvoir réhabiliter le nouveau. Donc là, c'est en interne, en tant qu'organisme, c'est ça non, quand on fait la convention partenariat, on vous transmet les CV pour avoir les évaluateurs. Dans le cas d'un problème RH où on n'a plus la personne et qu'on doit mettre quelqu'un d'autre à la place, combien de temps va mettre cette habilitation pour le nouveau arrivant? En fait, là, on ne va pas vous demander donc, admettons que vous ayez à nouveau soit une reconduction tacite ou une nouvelle habilitation. Prenons ce cas de figure, effectivement, et que vous ayez un changement, effectivement, d'expert métier. On vous demandera, et c'est la CPNE qui validera ce nouvel expert métier sur CV. Donc ça se fait, ça peut se faire au fil de l'eau, mais c'est la CPNE, donc il faudra respecter le calendrier paritaire de la CPNE. D'accord. Donc c'est le calendrier qui donnera la possibilité de changer. Donc si la date elle est un peu éloignée, donc il faut attendre cette durée. Le recyclage, on a quand même régulièrement des CPNE, donc bon, c'est... Vous attendrez pas 6 mois ou 1 an pour avoir l'habilitation. Et c'est à Saravi, bien sûr, qu'il faut envoyer ces éléments, puisque c'est elle qui prépare les dossiers. Très bien. Oui, puis je viens compléter, effectivement, c'est sur CV, mais en parallèle avec le CV, il y a tout un fichier Excel à compléter sur le profil de l'évaluateur habilité. Donc, toute la partie expérience professionnelle, expérience sur la formation à compléter aussi via ce fichier Excel. Pourquoi? Parce que dans les CV, alors un CV, c'est un document qui permet justement de tout tracer, mais on n'a pas forcément tout façon qu'on aurait forcément besoin de manière plus formalisée que sur le fichier Excel, où là, on vous demande vraiment ce que nous, on a besoin de faire ressortir lors des présentations des candidatures pour les évaluateurs habilités en CPNE. Donc, voilà, il y a aussi le fichier Excel plus les CV joints aux demandes d'habilitation d'évaluateurs. Merci. De rien. Si vous n'avez pas d'autres questions, sauf s'il y en a d'autres, je vous propose de clôturer cette réunion et vous remercier à toutes et tous de votre présence et d'avoir suivi en tout cas ces process et ces outils d'évaluation. Nous restons bien sûr à disposition. N'hésitez pas à nous contacter si vous aviez toute autre question. Donc, on vous envoie tout, le support, le replay, tous les outils, les nouveaux outils d'évaluation, là, très vite, pour que vous puissiez
en prendre connaissance et déployer avec ce nouveau référentiel et ces nouveaux outils. Ok. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bonne Bonne journée. journée. Merci beaucoup pour cette bonne Merci à journée. tous. Bonne fin de Merci journée. pour cette Merci beaucoup. information. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.